Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Lalouis de l'EPFL de Lausanne qui va nous parler de la gestion des déchets nucléaires. Pour ce faire, il est aussi le directeur du laboratoire souterrain du Grimsel ici en Valais, et c'est pour ça aussi qu'on a que j'ai voulu l'inviter pour nous parler aussi de cet endroit un petit peu méconnu. Alors je vais passer sans plus attendre la parole au professeur et je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci. Bonjour, mesdames, messieurs. Donc, mon nom est Elias Lalouis. Je suis professeur à l'EPFL, comme ça a été dit, mais j'aimerais corriger. Je ne suis pas le directeur du laboratoire souterrain du Grimsel, donc qui est sous la direction de l'Office fédéral de la géologie et de Suisse Topo, que je vais rencontrer demain. Donc, j'ai une séance avec lui. Donc, je vais corriger le tir auprès de lui. Donc, je ne suis pas le directeur du laboratoire souterrain du Grimsel. Donc, je m'occupe de recherche sur le stockage des déchets nucléaires. Donc, je fais ça depuis une vingtaine d'années. Je m'occupe aussi de recherche sur des énergies renouvelables. Donc, et les deux domaines sont très proches en termes de connaissances scientifiques. Donc, l'une n'est pas en contradiction avec l'autre. Donc, j'ai choisi un titre un peu sous la forme d'une interrogation, dans le sens, qu'est-ce qui se passerait finalement si aujourd'hui quelqu'un vous dirait, on sait stocker des déchets nucléaires? Alors, c'est une interrogation que je vous pose. Peut-être que vous reviendriez à la fin de cet exposé avec des commentaires ou je ne sais pas, votre avis sur la question, mais c'est un petit peu comme ça que je souhaitais intituler ma présentation. Alors, ce qui a guidé ma préparation de cet exposé, c'est un petit peu une réflexion de Marie Curie. Donc, je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, et que je trouvais assez intéressante dans le sens où on est exposé à un certain nombre de problèmes de société. On entend plein de choses, les gens disent plein de choses, et ont été, bien sûr, c'est tout naturellement que il y a la crainte qui arrive assez rapidement dès qu'on parle d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Moi j'aime bien cette réflexion dans le sens où, finalement, plus on arrive, ou au moins plus on essaie de comprendre les choses, et peut-être moins on aura la crainte de les affronter. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre sur ce sujet? Donc, ce sont les points que je vais brièvement traversée, donc je vous ai exposé aujourd'hui. Je commencerai par une brève histoire du nucléaire, finalement, de savoir d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce que c'est le nucléaire, pourquoi finalement on a ces déchets nucléaires, donc ce serait mon second point, comment on les stocke, quels sont les risques liés à ce stockage. Je crois que c'est le point le plus important pour vous, hein, en tant que citoyen, finalement, de savoir de quoi il s'agit. Je parlerai ensuite très brièvement aussi de mes propres recherches, donc dans le point qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que moi et mon équipe de recherche nous faisons à l'EPFL, et je conclurai par deux mots cette présentation. Alors, on va faire un petit voyage dans le temps pour remonter au début du nucléaire. Alors, le tout a commencé avec le professeur Röttgen, qui a diplômé à l'école polytechnique de Zurich, et qui était aussi professeur à l'université de Genève dans la période 1900-1920, et qui avait découvert en réalité qu'il y avait un rayonnement invisible qu'on pouvait utiliser, et que ce rayonnement invisible n'avait pas le même impact pour les différents matériaux qui traversaient. Et donc, pour illustrer ça, vous voyez ici une des premières radios qui avait été prise dans l'histoire de l'humanité. C'est la main de l'épouse du professeur Röttgen, où il a remarqué finalement, par exemple, que les os avaient un impact différent de la chair quand on les soumettait à ce rayonnement. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas compris quelle était l'origine de ce rayonnement, quels étaient ces rayons qu'il venait de découvrir. Et donc là, il a fait appeler ces rayons les rayons X, donc en référence au mot X que les mathématiciens arabes au Xe siècle utilisaient pour les inconnus. Donc c'était des rayons inconnus qu'il venait de découvrir et qui lui ont valu le premier prix Nobel de physique en 1901. Une année après, un autre physicien, le professeur Becquerel, en France, cette fois-ci, a continué les travaux précédents en essayant de mieux les comprendre. Et ce qu'il a observé, c'est que tous les matériaux pratiquement émettaient leur propre rayonnement.
et laisser un impact sur une matière donnée. Alors c'est le phénomène de radioactivité qu'on venait de découvrir à cette époque-là. Ça lui a valu à lui aussi de partager le prix Nobel de physique de 1903 avec deux autres importants chercheurs que sont Pierre et Marie Curie. Puisque dans la même période, Marie Curie, qui était venue en France, donc elle est d'origine polonaise, faire ses travaux avec Pierre Curie, elle a pris comme sujet de sa thèse de doctorat cette thématique-là, de ce rayonnement-là qu'on n'arrivait pas à comprendre, et qu'à la fin de sa thèse, elle arrivait à la conclusion qu'en réalité, ce rayonnement est une propriété générale de la matière. Et on venait d'appeler ça la radioactivité. Et donc ça leur a valu aux deux chercheurs, donc le prix Nobel de physique en 1903, Marie Curie a obtenu un autre prix Nobel, celui de chimie en 1913. Donc c'est comme ça que naissait la radioactivité, un phénomène naturel qui était une propriété générale des matériaux. Alors ça ne suffit pas, bien sûr, de faire de la radioactivité ce qu'on en fait aujourd'hui. Et c'est la fille à Pierre et Marie Curie, Irène Curie, qui avait épousé un des assistants de Pierre-Marie Curie, Frédéric Joliot, qui, avec son mari, vont être les premiers à créer artificiellement un atome radioactif. Donc c'était le phosphore 30. Donc pour la première fois, l'être humain était capable de créer de la radioactivité. Donc c'était les premiers à pouvoir le faire. Et donc ça leur a donné aussi le prix Nobel de chimie en 1936. Donc ainsi, l'être humain était capable maintenant de créer de la radioactivité. Un autre phénomène très important vient juste après, donc 2 ans après le prix Nobel précédent, c'est Otto Hahn, chercheur allemand, qui va créer la fission. Le processus de fission, c'est le fait quand vous prenez de l'uranium, donc cet atome d'uranium, vous allez le bombarder avec des neutrons. À chaque fois que vous bombardez cet atome d'uranium avec des neutrons, vous allez générer de l'énergie. Vous allez générer de la chaleur. Et ça, c'est le processus de fission. Alors, et là commence à apparaître la notion de déchet nucléaire. À la fin de ce processus de fission, que vous aurez cassé tous ces atomes d'uranium, vous arrivez à une certaine échelle où vous n'arrivez plus à casser la matière. Et donc, il vous reste un résidu. Et ce résidu qui reste, c'est ce qu'on appellera le déchet nucléaire. Donc, pareil, Otto Hahn a eu droit au prix Nobel de chimie en 1944 pour cette découverte de la fission. Dans la même période, Enrico Fermi, qui est un chercheur italien qui avait émigré pendant la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis, c'était un prix Nobel de physique, a créé la première industrialisation en quelque sorte de ce processus de la fission. Donc il a créé ce qui a été appelé la pile atomique et qui permettait de faire ces processus de fission en chaîne de façon contrôlée. Et donc du moment qu'on savait le faire, on pouvait créer tout ce qu'on voulait et entre autres, on pouvait créer la bombe atomique. Et donc c'est ce qui a donné naissance à la bombe atomique. Alors, il y a différents avis sur l'utilisation de la bombe atomique. Il y a ceux qui disent finalement que malheureusement ça a tué plus de 100 000 personnes. Il y a ceux qui disent que c'était aussi la seule façon d'arrêter une guerre mondiale. Donc là, je ne me prononce pas sur la question, mais ça a permis à l'être humain finalement d'avoir accès à quelque chose d'autre. Mais bien sûr, l'utilisation la plus fréquente de nos jours de cette énergie nucléaire, c'est l'électricité. Et ceci est arrivé en Suisse vers les années 70, donc, où il y a eu les 2 premières centrales nucléaires suisses qui ont été construites, qui ont permis finalement à la Suisse aussi d'entrer dans l'ère du nucléaire avec ces 2 centrales nucléaires. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un historique du début de la découverte des premiers rayons X jusqu'aux années 70 où on a rentré dans l'ère de l'industrialisation des centrales nucléaires. Oups. Pardon. Alors, de nos jours, où on en est avec ces processus? Alors, les applications de l'énergie nucléaire sont très nombreuses. Bien sûr, j'ai évoqué les armes nucléaires, donc dans l'armement, mais on a une très grande partie de cette utilisation se fait aussi dans le milieu médical. C'est ce qu'on appelle la médecine nucléaire.
que ce soit en neurologie, en cardiologie et dans plein d'autres domaines de la médecine, le nucléaire était un outil indispensable de nos jours pour les traitements des malades et pour le diagnostic. Bien sûr, on l'utilise beaucoup dans l'industrie et une bonne illustration que j'aime bien, c'est dans l'industrie agroalimentaire où le rayonnement nucléaire permet de détruire les bactéries, les parasites qui se trouvent dans nos aliments. Donc vous trouvez toujours ce logo représentatif d'un traitement nucléaire de vos aliments. Et bien sûr, et ce qui peut-être nous concerne beaucoup de nos jours en Suisse avec la décision du Conseil fédéral de sortir du nucléaire, c'est la production d'électricité par des centrales nucléaires. Alors, ce qui est lié à ces histoires du nucléaire, c'est aussi tout ce qui est propreté de l'énergie. Alors, il y a des chiffres qui existent, tous les chiffres sont à prendre avec précaution. Ceux-là sont ceux sur la dissipation du CO2, parce que là aussi, donc, comme vous savez tous, les pays industrialisés produisent, pas seulement les pays émergents aussi, dissipent trop de CO2 par rapport à l'atmosphère, et donc il y a une préoccupation de ce côté-là. Et donc là, ce sont des chiffres qui sont une compilation de choses qui viennent du Paul Scherrer Institute, donc centre de recherche suisse en physique, du Parlement anglais, de l'Agence internationale sur le nucléaire, où la dissipation de CO2 du nucléaire, par exemple par rapport à l'hydraulique et tous les barrages liés à ça, est nettement inférieure, comme on peut le voir. Alors bien sûr, après, ces chiffres sont à prendre à précaution et je reviendrai tout à l'heure sur ces valeurs-là, mais de nos jours, il est accepté de se rendre compte qu'il y a par exemple le pétrole ou bien le charbon produisent nettement plus de CO2 que ce que produirait le nucléaire. Alors, que représente l'électricité, la quantité d'électricité produite par le nucléaire, d'abord au niveau mondial? Au niveau mondial, de nos jours, donc là vous avez l'évolution dans le temps, depuis 1971 jusqu'à 2009, du pourcentage que représente l'électricité produite par le nucléaire dans toute l'électricité disponible. Donc après un pic dans les années 80, donc là on est grosso modo à 13% de l'électricité mondiale qui est produite par des centrales nucléaires. Si on compare ces 13% dont je vous parlais par rapport au charbon qui représente 40%, l'hydraulique 16% et le gaz 20%, donc ça vous donne une idée du poids que représente l'électricité produite par le nucléaire. Pour produire cette électricité, il y a grosso modo dans le monde 450 centrales nucléaires. La plus grande partie de ces centrales se trouve dans les pays industrialisés, les États-Unis, avec plus de 100 centrales nucléaires, la France, une soixantaine, le Japon, avec les cinquantaines de centrales nucléaires que vous connaissez, parce qu'on en parle beaucoup dans les médias, la Russie, et on trouve la Suisse quelque part avec nos 5 centrales nucléaires, finalement, qui est qu'une infime partie par rapport au nombre qui existe, le nombre total qui existe dans le monde. Actuellement, on a plus d'une soixantaine de nouvelles centrales nucléaires qui sont en construction dans le monde. La Chine, avec une très forte implication, donc presque une trentaine, la Russie, on retrouve l'Inde et la Corée. Les États-Unis viennent de décider, après 10 ans d'arrêt, de construire une nouvelle centrale nucléaire. Donc il y a eu l'accord du président Obama il y a 2 semaines de cela. Et donc, même au niveau des États-Unis, il y a une reprise. L'Angleterre aussi, donc elle ne figure pas sur cette statistique, a décidé de renouer avec la construction de centrales nucléaires. Pour ce qui est de l'énergie suisse, les centrales nucléaires représentent à peu près 40% de notre énergie. Je vais vous montrer un autre diagramme pour ça, comparé à ce que représente l'hydraulique. Donc, si on regarde les chiffres de ce point de vue-là, donc on voit les centrales nucléaires avec à peu près 40% de notre électricité comparé à que ce soit les centrales d'accumulation ou les centrales au fil de l'eau qui, elles, complètent l'autre plus importante partie de cette énergie. Alors, on revient maintenant au sujet qui nous intéresse, ce sont les déchets nucléaires. Et finalement,
qu'est-ce qu'on en fait et quels sont les risques liés à ces déchets. Alors tout d'abord, juste d'un point de vue d'expliquer de quoi on parle. Donc un déchet, donc, en général, c'est la quantité qui est perdue d'un processus. Donc ça aurait été c'est ce qui reste à la fin d'un processus de fission. Donc on parlait tout à l'heure dans ce processus de fission où on est en train d'attaquer ces atomes d'uranium. À un moment donné, on n'arrive plus à les casser. Et donc quand on n'arrive plus à les casser, ben, il nous reste ce résidu-là. Et ce résidu-là, c'est ce qui représente le déchet nucléaire. Alors, dans ce processus, il y a deux choses finalement qui nous restent. Il nous reste de la matière qui contient beaucoup de chaleur, très chaude cette matière, et de la radioactivité. Et c'est de là que cette matière contient de la radioactivité. Et si on regarde de plus près, en réalité, cette radioactivité a une très longue durée de vie. On parle d'1 million d'années pour dissiper toute la radioactivité du matériau qui nous reste. Donc, bien sûr, ça décroît avec le temps, mais ça reste quand même quelque chose d'important. Et donc, on a affaire à un matériau chaud qui contient de la radioactivité et qu'on doit finalement stocker quelque part parce qu'on ne sait pas le réutiliser autrement. Alors, en réalité, il y a différentes sortes de déchets. Tous les déchets ne sont pas les mêmes. Il y a les déchets qu'on appelle à longue durée de vie, mais qui, en réalité, ce sont les déchets qui se trouvent dans les centrales nucléaires, qui ont été en contact avec la radiation nucléaire, mais qui eux-mêmes ne sont pas nécessairement initialement un produit nucléaire, mais qui ont été en contact direct. Alors, le concept pour ces déchets-là, et je vous en parlerai tout à l'heure un peu plus en détail, c'est de les stocker à mi-profondeur. Donc, j'expliquerai de quoi il s'agit. On a les déchets radioactifs eux-mêmes, donc c'est des déchets à très longue durée de vie. Eux, on préconise un stockage profond. Et ensuite, on a les déchets à faible radioactivité, par exemple tout ce qui vient des hôpitaux, et là, typiquement, une illustration sont les gants des infirmiers, par exemple, dans les infirmières dans les hôpitaux. Et pour cela, il est préconisé un stockage en surface. En réalité, c'est ce qui se pratique déjà, c'est qu'on fait un stockage en surface. Alors, quelles sont les quantités dont on est en train de parler ici? Alors, pour ce qui concerne la Suisse, la catégorie déchets très haute radioactivité représente 7300 mètres cubes de déchets. Le fait, vous savez tous que le Conseil fédéral a décidé donc de démanteler les centrales nucléaires suisses. Le démantèlement des centrales nucléaires suisses va résulter en 60 000 mètres cubes de déchets. Ensuite, on a les déchets qui viennent de la médecine, de la recherche scientifique et de l'industrie, qui sont à faible radioactivité, qui eux représentent le tiers du tout, c'est-à-dire à peu près 30 000 mètres cubes. Donc le total de nos déchets nucléaires aujourd'hui, plus ceux qui seront le résultat du démantèlement des centrales nucléaires, on parle à peu près de 100 000 mètres cubes de déchets. Ceux qui sont le plus préoccupants, ce sont ces déchets-là qui sont de la radioactivité très longue durée, très haute chaleur, les 7000 mètres cubes. Alors, que représente 7000 mètres cubes? En réalité, 7000 mètres cubes, c'est la taille de ce hall de la gare de Zurich, pour vous donner une idée. Alors, le volume n'est pas nécessairement le seul élément à considérer, il y a aussi l'impact. C'est des déchets qui sont extrêmement nocifs. Mais la quantité, c'est à peu près ça. Tous les déchets mis ensemble, rapportés à la taille de la population suisse, on a grosso modo produit 500 grammes par habitant sur une durée de 50 ans. Voilà, ça vous donne des ordres de grandeur du problème qu'on a à traiter. Donc, toute la question, c'est comment on arrive à gérer ces 7300 mètres cubes de la façon la plus sécurisée. Alors, ça nous amène aux notions de stockage, parce que c'est là où on doit trouver des solutions, comment les stocker, ces déchets. Alors, il y a eu dans l'histoire de l'humanité, donc on est loin de cela, mais c'était juste pour l'anecdote que je vous montre, c'est transparent. Il y a eu par exemple, les Américains ont pensé à une évacuation dans l'espace, donc on les mettrait sur la Lune, on les met sur des fusées, on les envoie. Parce que vous avez vu, les quantités ne sont pas aussi astronomiques que ça.
Il y a eu des tentatives, hein, que ce soit les Russes, soit les Anglais, de les mettre dans des fûts et de les mettre dans les fonds marins. Et donc, c'est des choses qu'on ne fait plus maintenant, c'est interdit, donc c'est hors de question. Il y a le stockage superficiel qui se pratique pour les déchets à faible radioactivité. Ça se fait en France, c'est prévu pour la Suisse, mais en France, c'est déjà quelque chose qui se pratique depuis un certain temps, et donc pour les déchets à faible radioactivité, donc ça se fait. Pour nos déchets en Suisse, la décision a été prise par le Conseil fédéral de les stocker en profondeur, en couche géologique profonde. Donc c'est l'option qui est retenue pour la Suisse. Alors, de quoi il s'agit, ce stockage en couche géologique profonde? Alors, tout d'abord, pourquoi on le fait là? L'idée qu'il y a derrière cela, c'est que en surface, tout change, tout évolue, tout s'érode. Donc l'écosystème en surface n'est pas stable. Contrairement à la profondeur, donc dans des couches géologiques, où avec l'évolution du temps, très peu de choses se passent, du moins sur l'échelle à laquelle on veut stocker ces déchets. Donc c'est ça la motivation de les stocker en profondeur, c'est de trouver des couches géologiques qui sont très stables et où on a une certaine assurance que sur la durée de temps qui nous concerne, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont se passer, contrairement à ce qui peut se passer en surface. Alors quel est le concept? Le concept, c'est de prendre ces déchets-là et de faire deux stockages différents. Un stockage très profond, de l'ordre de 600 mètres de profondeur dans la roche pour les déchets à haute radioactivité, et pour les déchets à moyenne radioactivité, des stockages à peu près à 200-300 mètres de profondeur. Alors, comment ça fonctionne? Donc, l'idée, c'est qu'on va creuser, style un laboratoire souterrain, mais c'est un site de stockage souterrain qui sera creusé, disons, à 600 mètres de profondeur, dans une roche qui serait très stable. On a des puits d'accès pour amener ces déchets-là, et donc on va les mettre ici dans des... En Suisse, le concept est un concept de stockage horizontal. Donc, il y a d'autres pays comme la France qui ont un concept vertical. Donc, en Suisse, on est plutôt en horizontal. Donc, on a des tunnels horizontaux dans lesquels on va stocker ces déchets. Et on a une zone ici qui est aussi une zone de stockage, mais qui est monitorée. Donc, dans laquelle on va faire toutes les mesures nécessaires pour suivre qu'est-ce qui se passe ici, au cas où il y aurait des problèmes ou des fuites, donc que le processus puisse être récupérable. Il y a aussi des ascenseurs d'accès direct au site. Alors, le concept il repose sur l'idée des poupées russes, dans lesquelles on va emboîter les barrières pour empêcher les radionucléides de sortir. Donc voilà, l'idée c'est que nos déchets nucléaires, ils vont être vitrifiés, donc on va mettre du verre autour d'eux, on va mettre de l'acier autour de cette vitrification. Ensuite, on va les mettre dans le tunnel. Ça va reposer ici sur un matériau gonflant qu'on appelle la bentonite, qui est un matériau qui augmente énormément son volume au contact de l'eau. Donc cette bentonite, c'est une bentonite en briques dans le concept suisse, et on a une autre bentonite, c'est le même matériau, sauf que celle-ci, elle est compactée, de telle façon que ça constitue le troisième niveau d'isolation. C'est un matériau très gonflant qui empêche le mouvement de l'eau et des radionucléides, et le tout est mis dans une roche très imperméable pour confiner le tout. Donc c'est ce système des poupées russes qui est retenu pour le stockage nucléaire en Suisse. Alors c'est le même stockage en réalité, c'est le même concept qui est retenu dans beaucoup d'autres pays. Donc on ne fait pas cavalier seul et loin de là, et donc vous voyez tous ces pays-là utilisent plus ou moins le même concept. Alors les dernières nouvelles pour la réalisation de ce genre de choses. Donc c'est un communiqué du Conseil fédéral qui date du 1er décembre dernier, dans lequel le Conseil fédéral donne son approbation donc, à ce concept-là et approuve les résultats de la première étape qui est finalement de définir le concept. Et donne comme mission à la NAGRA, qui est l'Agence nationale pour le stockage des déchets nucléaires suisse, de
regarder dans 6 sites possibles au niveau suisse, lequel est le plus favorable pour ce stockage de déchets nucléaires. Alors, ici, vous avez une illustration des 6 sites retenus en Suisse et vous avez aussi l'emplacement des centrales nucléaires. Comme vous voyez, il n'y a aucun site qui est en vallée. Donc, ce n'est pas une raison pour s'inquiéter, mais je ne crois pas que les autres doivent s'inquiéter non plus. Mais en réalité, tout se passe en Suisse allemande, surtout proche de la frontière allemande du côté de Zurich. Alors, j'avais un film ici, mais je n'ai pas le temps de vous montrer sur le concept du stockage. Donc, je reviendrai dessus peut-être tout à l'heure au moment de la discussion. Alors, quels sont les risques liés à ce stockage? Alors, tout d'abord, quels sont les risques dont on est en train de parler? Il y a différents types de risques. Le premier risque, ça serait par exemple qu'il y ait un tremblement de terre et donc que notre site de stockage ici se trouve complètement fissuré, des failles apparaissent et que ça se propage en surface. En réalité, ce risque, je dirais, cet aléa-là, a faible chance de se produire en principe parce que le site est choisi de telle sorte que ce ne soit pas un site en principe qui puisse être atteint par ce genre de choses. L'autre risque, ça a été observé par exemple dans le site de stockage américain, le Yucca Mountain, où ici on est à 300 mètres de profondeur, c'est qu'il y ait à un moment donné des infiltrations d'eau qui viendraient circuler ici et qui iraient dans la nappe phréatique et que les gens se retrouvent à boire de l'eau finalement contenant des radionucléides. En principe, ce genre de choses est vraiment évalué à l'avance. Ça ne devrait pas trop se produire. Ça ne devrait pas en être. Les grands problèmes qu'il y a, ce sont des problèmes de stabilité mécanique sous l'effet combiné de la température, de l'hydraulique et de la mécanique. Ce sont des choses pour lesquelles il y a beaucoup de recherches scientifiques en cours, de telle sorte de les maîtriser au mieux qu'on peut. C'est des choses qui sont maîtrisables et de nos jours, je peux dire même, qui sont maîtrisées. Alors, ça c'est d'un point de vue technique, ce que je vous explique ici. Maintenant, quand on évalue le risque n'est pas dans le sens technique ou scientifique. Est-ce qu'un ingénieur est capable de réaliser quelque chose ou pas? L'ingénieur est toujours capable de réaliser la chose. Donc le risque s'évalue en faisant une combinaison linéaire, c'est-à-dire en faisant une multiplication entre la vulnérabilité du problème, c'est-à-dire la quantité de choses dont on est en train de parler, et leur impact, c'est-à-dire la radioactivité, et la probabilité qu'il y ait défaillance technique, par exemple une fuite. Quand on combine ces deux-là, on a une estimation du risque. On arrive avec des chiffres, on va dire voilà, ça c'est la probabilité qu'un accident se produise, ou que le stockage soit sûr, ou que, par exemple, vous prenez votre voiture, vous traversez un tunnel, que le tunnel va s'effondrer sur votre tête. C'est le même concept qu'on a. Ou bien on est là, dans ce bâtiment, quelle est la probabilité qu'il y ait un mouvement de terrain aujourd'hui et que, finalement, on ait un accident. Donc ça, c'est l'estimation technique qui peut être faite du risque. La chose la plus importante dans l'estimation de ce risque, c'est qu'on obtient un chiffre. Mais ce chiffre, qu'est-ce qu'il représente? Et c'est là où c'est assez intéressant que vous arrivez à suivre, parce que c'est l'aspect le plus important sur lequel je voulais insister ici. Il y a la perception qu'on a, nous, du risque qu'on est en train finalement de subir. Alors, il y a différentes perceptions du risque qui existent dans la société. Il y a le risque volontaire, c'est-à-dire les gens prennent le risque par eux-mêmes, et donc il y a une bonne acceptation de ce risque parce que c'est volontariste, on le veut. On veut aller marcher dans la montagne, ben on prend un risque. Donc on est tolérant au fait finalement qu'on peut glisser, qu'on peut se passer des choses. Il y a le risque involontaire où on a une très faible acceptation de la chose. Par exemple, je traverse un passage piéton, j'estime que je ne dois absolument pas risquer d'être écrasé. Tolérance zéro. Pourquoi j'ai la tolérance zéro? Parce qu'en réalité, j'ai aucune envie, aucun intérêt dans ce qui se passe. Alors que là, je prends le risque parce que j'ai un intérêt, j'ai une envie que les choses se passent ainsi.
Et c'est exactement ce qui se passe avec le nucléaire, comme avec tous les autres problèmes techniques. Il y a les avis des gens qui sont pro-nucléaires. Que dirait un pro-nucléaire? Un pro-nucléaire, il ne faut pas oublier, donc c'est quelqu'un qui va faire un risque volontariste, parce qu'il est dans l'industrie nucléaire, ou bien parce que c'est quelqu'un qui pense que c'est une énergie propre, qui va regarder son porte-monnaie, parce qu'on paye aujourd'hui l'électricité à un certain coût, demain on la paierait à un autre coût, donc il va dire elle est peu coûteuse, elle est nécessaire au développement de l'industrie et au bien-être de la population suisse. Et donc il y a cet aspect-là qui est vu. Donc en soutenant une approche nucléaire, donc parce que c'est un risque volontaire. On le subit parce qu'on est pro-volontaire. Il y a l'autre point de vue qui est celui des anti-nucléaires qui vont dire en réalité, moi j'ai aucun intérêt, moi je veux que quand je traverse, je veux aucun risque, je ne veux pas qu'une voiture vienne me toucher. Pour moi c'est donc le minimum de risque, je ne veux pas en entendre parler, je veux presque un risque zéro. Et donc, on va dire, en réalité cette histoire de CO2 c'est une fable, dans le sens où on sait qu'il y aura de moins en moins de mines d'uranium très enrichies, donc il faudrait aller creuser ailleurs, donc on va fournir plus d'énergie, donc on va dissiper plus de CO2. Dans le sens où on dit qu'il n'y a pas de solution technique pour le stockage des déchets nucléaires, donc tout ça c'est de la foutaise, donc il ne faut pas en tenir compte, que c'est une énergie dangereuse. Et en réalité, les deux ont raison et les deux ont tort, parce que chacun se met de son propre point de vue. Donc comme je vous montrais tout à l'heure, ce sont les perceptions qu'on a de la chose qui font qu'elle est risquée ou pas. Alors, là, c'est la seule chose un peu mathématique que je mets dans mon exposé, qui a été inventé par un mathématicien suisse, bâlois, Daniel Bernoulli, qui était le premier à avoir développé le concept du risque d'un point de vue mathématique. Et on réalisait pour dire que c'est une combinaison linéaire de probabilités d'événements. Tout ça pour dire que l'évaluation d'un risque est une notion très subjective. Et c'est un choix de société, en réalité, de dire que stocker des déchets nucléaires est risqué ou pas, et l'énergie nucléaire est risquée ou pas. C'est un choix de société. Ce n'est pas plus risqué qu'autre chose, ce n'est pas moins risqué, mais c'est ce que nous, on veut en faire, qui fait qu'on accepte ou pas ce risque-là. J'ai pris comme illustration ces deux dessins. Monter un échafaudage en Chine, vous arrivez en Chine, vous avez des constructions de gratte-ciel, les gens sont sur des échafaudages en bambou, on va se dire mais c'est de la folie, c'est qu'ils font. Nous, si on n'a pas un échafaudage avec cette sûreté-là, on n'en ferait jamais. Mais parce qu'on considère qu'on ne doit prendre aucun risque pour qu'un ouvrier tombe, et peut-être c'est tout à fait noble, mais on ne doit pas non plus dire que ce que d'autres font n'est pas bien. Donc c'est vraiment des choix très personnels, cette estimation du risque. Alors, donc je reprends mon même transparent de tout à l'heure, parce qu'il me semble que c'est assez important comme analyse à avoir, c'est que ce que font les scientifiques et ce que je fais moi avec mes chercheurs à l'EPFL, on essaye d'estimer ce risque. Je vais très rapidement vous montrer comment on le fait. Ce qui compte, c'est qu'il y a aussi vous, comment vous percevez ce risque-là et comment vous êtes prêt à accepter ou pas un certain risque. Et c'est la combinaison des deux qui fait prendre des décisions aux autorités politiques et qui vont dire finalement quel est le degré de tolérance qu'on doit avoir sur une construction ou sur un enfouissement de ces déchets. Alors, l'estimation des risques, donc rapidement, qu'est-ce qu'on fait à l'EPFL pour estimer ces risques-là? On développe des modèles théoriques, on développe des modèles et un savoir scientifique qui permet de prédire, par exemple, comment vont se comporter sur ces matériaux sur 1 million d'années. Bien sûr, on n'est pas capable de faire un essai au laboratoire sur 1 million d'années pour savoir. Donc, on comprend des mécanismes physiques, on essaie de comprendre quels sont les concepts physiques qui traduisent un comportement, comment on relie effet thermique, comportement mécanique, hydraulique, tout ça, et comment on peut prédire un comportement sur de très longues échelles. On fait des essais en laboratoire, on essaie de tester les matériaux dans des conditions aussi proches que possible, dans lesquelles ils seront soumis, ces matériaux-là, dans leur durée de vie, dans les sites de stockage. Donc on analyse ces comportements-là.
On fait des expérimentations in situ, donc il y a des laboratoires in situ pour le stockage des déchets nucléaires qui existent. En Suisse, on a la chance d'en avoir 2. Donc le Grimsel que vous avez mentionné tout à l'heure, et on a aussi le Monterrey dans le Jura, donc, qui sont 2 laboratoires extrêmement utiles pour comprendre comment fonctionne un site de stockage nucléaire. On travaille aussi sur d'autres laboratoires, hein. On travaille avec les Français en Meuse, on travaille avec les Belges à Mol. Donc il existe des sites vraiment pour regarder dans des conditions réelles comment se font ce genre de stockage. On fait de la modélisation numérique, c'est-à-dire on essaie de prédire le comportement à très long terme de ces ouvrages pour savoir vraiment comment un enfouissement peut fonctionner au mieux. Je peux très rapidement vous montrer 2 exemples de ces applications. Donc là, c'est des simulations numériques qu'on fait dans le site souterrain du Grimsel, donc un des 2 laboratoires suisses, dans lequel on regarde dans un tunnel de ce type-là, dans lequel il y aura des fûts nucléaires de ce type-là, comment ce matériau-là va se comporter sur une très longue durée quand il est soumis à des sollicitations extrêmes. Donc on veut s'assurer un maximum de sûreté. Et par exemple, en type de résultat que je vous montrais, ici vous voyez le fût nucléaire, vous voyez la bentonite dont je parlais tout à l'heure, c'est ce matériau qui va gonfler énormément quand il va être en contact avec de l'eau, donc c'est qu'il va créer une première barrière. Ensuite, on a une deuxième barrière qui est la roche dans laquelle se trouve le matériau. Et on a cette dissipation de température qui va générer des fluctuations de pression d'eau qui vont créer des pressions extrêmement fortes sur les tunnels. Et donc on analyse ces différents concepts, sachant par exemple que pour le cas suisse, la bentonite suisse, c'est ma propre équipe de recherche qui a mis au point le matériau qui est conçu pour servir de bentonite, donc de cette barrière ouvragée de premier niveau. Un autre exemple, cette fois-ci on est de laboratoire souterrain à Mol en Belgique, donc sur lequel on mène aussi des études, donc où là il y a 2 puits d'accès comme ça, reliés par un tunnel, et on a des zones de chauffage simulant le stockage nucléaire. Par exemple, dans un cas pareil, donc on a notre site de stockage qui est là, et entre les 2, on a des capteurs qui mesurent différentes grandeurs physiques au cours de la sollicitation thermique, et on compare aussi la qualité de nos prédictions numériques, théoriques, avec ce qui est mesuré sur place. C'est pour créer une confiance dans les outils de prédiction théorique dont on dispose. Par exemple, ce sont le genre de résultats qu'on peut obtenir, par exemple l'effet de la dissipation de la température, et peut-être plus important, comment les pressions se développent au cours du temps. Là, par exemple, vous voyez, c'est une année, un mois, donc c'est des mois et des années, et comment ça se développe dans le milieu. Donc ce sont des illustrations pour vous donner une idée du type d'analyse qu'on réalise. Alors pour conclure, j'ai 2 points que j'aimerais mentionner. C'est que d'un point de vue scientifique et technique, la réalisation d'un stockage de déchets nucléaires est maîtrisée, comme le sont plein d'autres sujets de l'ingénierie. Ce n'est pas plus compliqué qu'autre chose, ce n'est pas moins compliqué, mais c'est quelque chose qui est tout à fait maîtrisé. Le risque qui est associé à ça, donc quand je parle maîtrisé, donc je parle de cet aspect qui est la probabilité de fuite, par exemple pour l'exemple que je donnais tout à l'heure. À cela, il y a quelle est la matière dont on est en train de parler. Donc on parle de déchets nucléaires qui sont extrêmement nocifs. Donc c'est le produit des 2 qui vous intéresse le plus, qui est finalement quel est le risque. Et pour cela, je pense que le risque est une notion associée à chacun d'entre nous, est une notion de citoyenneté, et c'est un choix de société de savoir finalement quel est le prix qu'on est prêt à payer ou quel est le risque qu'on est prêt à accepter pour une telle réalisation. Voilà, je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup professeur Lalouis d'avoir accepté notre invitation et puis justement pour
d'être venu ici donner un aspect un petit peu, enfin de raconter aussi le côté scientifique et puis la gestion des déchets qui, quelle que soit la suite de l'aventure nucléaire en Suisse et ailleurs dans le monde, restera de toute façon un sujet brûlant. Pour la suite, vous aurez encore l'occasion de discuter avec le professeur justement autour d'un verre de l'amitié qui aujourd'hui nous est offert par la cave Les Fils de Charles Favre ici à Sion. Donc je vous invite à déguster là, quelques crus que nous a amené leur œnologue. Et pour la suite des animations de la médiathèque Valais, la semaine prochaine, nous aurons la soirée Seine valaisanne, le lundi 23 à 19h30. Là, ce sera un concert, donc on est très loin du nucléaire. Ce sera sur les pays, enfin le Valais d'immigrés, avec des chants sur les thèmes du monde et puis dans les langues du monde. Sinon, le jeudi prochain aussi, nous aurons une lecture à 18h15 ici, mais au rez-de-chaussée, avec l'auteur Jérôme Mézot et le comédien Frédéric Mudry. Pour la suite, le prochain Midi Rencontre aura lieu, lui, au mois de février, le 16 février. Et là, on accueillera sur ce temps de midi l'abbé Michel Salamolard qui viendra nous parler d'un autre style de noyau, plutôt humain, avec toute une interrogation sur le sens de la vie et puis plutôt spirituel. Donc, merci encore d'être venus si nombreux à notre séance de midi et puis très belle journée à vous. Au revoir.